à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc comme promis avec ma tasse de thé pour le premier qu'as-tu lu de l'année, où je vais vous parler des lectures qui m'ont accompagnée fin 2023 et celle de début 2024. Alors, je vais commencer par celle qui m'a le moins plu et qui date un petit peu. Il s'agit de La ville au plafond de verre de Romain Delplanque aux éditions de L'Homme sans nom. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, pourquoi c'est une lecture qui ne m'a pas plu? C'est une lecture que j'ai fait en lecture commune avec Caro de la chaîne Miss Caro Livre, que vous connaissez sans doute, et on a toutes les deux eu le même ressenti sur ce roman. Alors, le pitch de départ, c'est que voilà, on se trouve dans une ville donc où on travaille une pierre qui a des pouvoirs un petit peu particuliers, qui s'appelle l'armoire, et on va suivre tout un panel de personnages, une apprentie qui est à l'école pour apprendre un peu ces fameux pouvoirs, une institutrice et un jeune homme. Et dans toute cette histoire, voilà, les personnages vont se côtoyer, mais voilà, c'est quand même vendu pour un roman de fantaisie, et la fantaisie est extrêmement en retrait dans ce roman. Je vous dis, à part cette fameuse pierre, l'armoire qui a des pouvoirs spécifiques, on n'a pas plus de fantaisie que ça. On s'est fait la réflexion avec Caro que c'était un peu un roman sociétal, un roman oui voilà, sociétal, politique, un peu de révolution, un peu comme la révolution russe, un peu comme la révolution industrielle, un peu un roman un peu à la Germinal, un roman de lutte des classes. Et alors, c'est pas complètement inintéressant, néanmoins, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et ce n'est pas du tout ce que je voulais lire, surtout. Le style est très soutenu, faut vraiment s'accrocher aux branches. J'ai trouvé que c'était très long. Je pense que l'auteur a voulu peut-être trop bien faire dans ce livre, et aussi et surtout ce qui m'a gênée, c'est le nom des personnages féminins qui se trouvaient est un petit peu similaire. Donc du coup j'étais un peu, comme on dit, un peu perturbée, parce que je me disais mince, c'est qui donc voilà. Alors c'est un roman au style très soutenu, donc faut vraiment s'accrocher aux branches, faut vraiment être très concentré sur sa lecture. Moi ça ne m'a pas plu parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un livre de fantaisie et pas du tout ce que j'ai lu. Alors je pense qu'il trouvera son public. Malheureusement, moi je ne faisais pas partie de ce public. Voilà. Alors ensuite, zut, c'est pas celui-là. J'ai lu La nuit des fous de Anouk Schutterberg aux éditions Récamier, dans la collection noire. C'est le premier roman de Anouk Schutterberg que je lis. Et pourtant, j'ai son premier roman, Jeu de peau, dans ma pile à lire depuis, je crois que depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Et donc, ici, on est alors, dans un thriller. On va découvrir sur un chantier de construction 5 squelettes qui sont enterrés dans des boîtes en bois. Et ces squelettes sont installés de façon un peu bizarre. On s'aperçoit qu'ils ont été façonnés avec du fil de fer pour leur faire prendre des positions un peu particulières. Donc, l'enquête est confiée au commandant Jourdan,
au commandant Jourdain, personnage récurrent des romans d'Anouk Schutterberg. Il est dans un état d'esprit un peu particulier, ce qui s'explique par des événements qui ont eu lieu dans les précédents romans d'Anouk Schutterberg. On n'en dit pas trop hein, dans ce roman, mais peut-être que le mieux est de lire les romans précédents pour comprendre un petit peu vraiment la psychologie du commandant quand on le découvre au début de ce roman. Il est dans un état d'esprit très particulier. Quelques membres de son équipe essaient tant bien que mal de lui faire remonter la pente, mais c'est un petit peu difficile. Et on suit parallèlement l'histoire d'Élise, qui est une jeune femme qui souffre d'une maladie qui est extrêmement handicapante au quotidien. Et son père décède au début du roman et en triant les papiers de son père, elle découvre la correspondance entre lui et sa sœur, donc la tante d'Élise, qu'elle n'a jamais connue, dont elle ignorait complètement l'existence. Et donc, comme elle est très seule, elle va entreprendre des recherches pour retrouver cette tante et nouer des liens familiaux avec elle. Et donc, on va suivre l'histoire d'Élise, la rencontre avec cette tante, et bien évidemment, il va se passer des choses un petit peu compliquées. J'ai adoré cette histoire. On est dans un thriller très très bien foutu, très très bien ficelé. Les chapitres sont courts, le rythme est très soutenu, il y a des rebondissements justement dosés et on est vraiment dans la folie humaine avec un grand F là-dedans. Ça fait extrêmement froid dans le dos. L'histoire d'Élise est palpitante. Franchement, moi j'ai eu très très peur pour elle dans ce roman. J'ai vu les choses, enfin j'ai vu ce qui allait lui arriver. On le voit gros comme une maison, mais en fait tout le sel de cette histoire, c'est de savoir comment elle va s'en sortir. Et j'avoue que le suspense est au bout, tient ses promesses jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce roman. C'est vraiment très très bien foutu. Elle a une très très belle plume, Anouk Schutterberg, et elle a su créer vraiment des personnages très forts, très complexes. Le méchant dans l'histoire, on est vraiment dans les méandres de sa psychologie. Ça fait extrêmement froid dans le dos, c'est très très bien foutu. Franchement, ce sera certainement pas mon dernier Anouk Schutterberg dans ma vie de lectrice, car j'ai très très envie de découvrir ces deux premiers romans qui sont, je pense, parus en poche depuis. Enfin, jeu de peau, ça c'est sûr, parce que je l'ai en poche. Et le deuxième, il s'appelle comment le deuxième? Bestial. Peut-être que Bestial est déjà sorti en poche, j'en sais rien. Je suis une bouqueuse en carton, mais ça, vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu, tada! Préparez-vous au pire, les Chroniques de Sainte-Marie, le livre 11 de Judith Taylor, aux éditions Hervé Chopin. Est-ce que en 2024, je dois encore vous faire l'apologie de cette saga? Bon, un petit peu quand même. Bon, allez. Pour les petits nouveaux, c'est une saga que j'aime d'amour, que je suis depuis le début. On est dans un institut qui mène des recherches historiques. Donc, vous avez des historiens dans cet institut, l'Institut Sainte-Marie. Et dans cet institut, il a été créé des capsules qui sont capables de faire des sauts dans le temps pour pouvoir étudier des périodes de l'histoire bien particulières. Quand je dis étudier, c'est assister quasiment en direct à des événements majeurs de l'histoire, que ce soit l'histoire d'Angleterre ou l'histoire de l'humanité. Donc, au gré des tomes, on a été au Crétacé, on a été à Rome, on a été à la préhistoire, on a été au Moyen-Âge, voir Marie Tudor, on a été voir plein de rois et de reines anglais.
Et on suit l'histoire de Maxwell, qui est docteur en histoire et qui est l'héroïne principale de cette saga. On la suit vraiment de son arrivée à Sainte-Marie et on a suivi toutes ses pérégrinations au sein de ces 11 volumes. Alors vous me direz, est-ce que au bout de 11 tomes, on ne ressent pas une certaine lassitude dans une saga aussi longue? J'aurais pu vous dire oui, mais je vais vous dire non. Voilà. Non, je n'ai absolument aucune lassitude dans cette saga, tout simplement parce que à chaque fois que j'ouvre un de ces tomes, j'ai l'impression de retrouver des potes que j'ai pas vus depuis longtemps et on passe un excellent moment à chaque fois. Là, en l'occurrence, le département scientifique a encore trouvé une expérience à faire, mettant en scène de pauvres poulets. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut donner. Enfin, ça donne lieu, encore une fois, à des scènes très drôles. Et alors ici, voilà, dans ce tome-là, on a voilà des sauts qui sont prévus, qui sont programmés. Ça se passe plus ou moins bien. Hein. Faut pas oublier qu'on est à Sainte-Marie et que même si tout se passe bien sur le papier, et ben dans les faits, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui part en couille. Donc voilà, il y a des sauts prévus et arrive the big révélation aux 3/4 du roman. Et là, j'étais absolument pas préparée à cette fameuse révélation, ce qui met en lumière un certain nombre de choses et qui va remettre pas mal de choses en question dans la vie de Max. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui va, une fois de plus, se passer à Sainte-Marie, dans ce fameux institut, dans le livre 12 que j'ai en ma possession, que les éditions Hervé Chopin ont eu la gentillesse de m'envoyer en service presse. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous en conjure, si vous ne devez lire qu'une seule saga en 2024, eh bien, c'est celle-ci. Alors, je vous avais dit aussi en 2023, je pense que je vous l'avais dit sur Instagram, je ne sais pas si je vous l'avais dit ici. Mais j'ai la chance de faire partie du jury des grands lecteurs des éditions Pocket pour l'édition 2024 dans la catégorie littérature générale. Et donc, j'ai reçu mes premiers romans. Oui, alors j'avais reçu La fille de l'ogre de Catherine Bardon, que je n'ai pas relu, étant donné que je l'avais lu à sa sortie aux éditions Les Escales. Mais j'avais reçu Monstre de Frédéric Richaud. Donc ici, dans ce très très court roman, franchement, j'ai lu ça pendant mes vacances. Dans ce très très court roman, on va faire la connaissance de Catherine. Catherine, on sait que les bonnes fées ne se sont pas penchées au-dessus de son berceau à la naissance, étant donné qu'elle est atteinte d'une malformation, elle est borgne, et de ce fait, elle est extrêmement laide. Elle n'a jamais eu l'attention et l'amour de ses parents qui l'ont quasiment laissée pour compte, et elle a été prise en charge par une de ses parentes qui l'a prise sous son aile et qui l'a quasiment éduquée et aimée comme si c'était sa propre fille, et elle lui a appris énormément de choses. Et grâce à ce savoir et aux entrées que cette femme avait chez la noblesse, elle a réussi à faire entrer Catherine à la cour, et Catherine, grâce à son savoir, s'occupe de soigner la reine. Alors bien évidemment, son entrée à la cour suscite énormément de jalousie de par son infirmité. Elle va être la cible de mensonges, de calomnies, et on va voir comment, dans ce roman, comment elle a réagi par rapport à ça, quelle a été sa vie
et comment elle a réagi. Et on voit bien que la laideur physique n'engendre pas de méchanceté, mais la laideur interne des gens est bien celle qui est la plus monstrueuse, et les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. On est vraiment ici dans un roman sur les faux semblants, sur ce qu'est l'apparence et sur ce que cache l'apparence, le bon comme le moins bon. Et voilà, toute la vie de Catherine va être jalonnée par tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, le style est très fluide. Et franchement, voilà, ça se lit tout seul. J'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé La Plume de Frédéric Richaud. Et j'espère lire d'autres romans de cet auteur. C'est un petit roman historique très très court sur les affres de la cour en l'an de grâce, je ne sais plus combien. Voilà, c'est sur la période d'Anne d'Autriche. Donc voilà, je vous laisse rechercher à quelle période de l'histoire c'était. Si Lisa me regarde cette vidéo, elle va me détester et elle va m'agonir d'injures et me maudire sur plusieurs générations. Mais voilà, si tu passes par là, excuse-moi ma pauvre Lisa, je ne suis qu'une pauvre quiche en histoire. J'ai aussi lu dans le cadre de ce prix L'enterrement de Serge de Stéphane Carlier, toujours aux éditions Pocket. Donc ici, on nous annonce la mort de Serge Blondeau, qui est décédé dans sa 64e année. Et voilà, le roman s'ouvre avec le faire-part annonçant son décès, où il est dit que Gilberte Blondeau, sa mère, qui fera une annonce importante, Brigitte Couchou, sa sœur, qui aimerait que ce soit court, Bernard Couchou, son beau-frère, qui voudrait récupérer les 400 francs qu'il lui a prêtés en 1998, ont tous la tristesse de vous faire part du décès de monsieur Serge Blondeau, qui était un raté. Mais il faut toujours se méfier des apparences. Dans sa 64e année, ses obsèques auront lieu le 1er juillet à 13 h, en l'église de Sainte-Clotilde du Creusot, 71 200. Donc ici, on nous annonce un enterrement, on nous annonce un roman très drôle. J'avoue que j'ai pas beaucoup ri quand j'ai lu ce roman. Au tout début du roman, on nous présente un petit peu les protagonistes de ce roman, la mère de Serge, qui a effectivement une grande annonce à faire et qui va profiter que tout le monde soit réuni aux obsèques de son fils pour pouvoir faire cette annonce. On y rencontre sa sœur, qui est un personnage absolument exécrable, qui ne pense absolument qu'à ses propres intérêts, qui avait que vraiment très peu d'égards vis-à-vis de son frère, vu la façon dont elle en parle. Son beau-frère, le mari de Brigitte, lui ne pense qu'à ses deniers et à récupérer les fameux 400 francs qu'il a prêtés à son beau-frère quelques années auparavant. Et on y croise leur fille, qui était la nièce de Serge, qui aimait beaucoup son oncle, qui avait passé beaucoup de temps avec lui et sa compagne. On y croise également sa compagne, qui est extrêmement affectée du décès de son compagnon, qui est extrêmement perdue, qui ressent une profonde tristesse. Et voilà, on va suivre tous ces personnages et au fur et à mesure, on va apprendre à connaître le défunt. Le défunt qui n'était pas si raté que ça. C'était un homme voilà, qui vivait dans un mobil-home tranquille avec sa compagne et son chien, qui avait une vie simple. Il était chauffeur de bus dans un EHPAD. Donc voilà, il promenait les personnes âgées de cet EHPAD là où elles devaient aller. Et vraiment, il avait une vie simple. Et voilà, c'est vraiment une satire de la société, hein, ce roman, où toutes les rancœurs, toutes les inimités, enfin bref, tout le vrai fond des gens, toute leur vraie personnalité sortent au moment de la mort de quelqu'un.
on voit vraiment quelles étaient les relations avec le défunt. Et tous les mauvais côtés des gens ressortent à ce moment-là. Et j'ai vraiment été extrêmement touchée par la fin. La fin est extrêmement touchante. Elle m'a beaucoup émue. C'est vraiment un très court roman, certes, mais qui nous apprend énormément de choses sur les relations humaines, notamment lors du décès de quelqu'un. C'est une voilà. C'est une satire sociale. Alors, hilarante, peut-être pas, mais une satire sociale, oui, qui nous apprend énormément de choses sur les gens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman. Voilà, je suis en train de lire une duologie, mais je vous en parlerai directement des 2 tomes la semaine prochaine. J'espère que ce qu'as-tu lu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!